sous contrôle et d'être plus importante, qui se compare tout à fait au niveau de l'OCDE. Donc, on a beaucoup publié, vous avez peut-être vu aussi notre vidéo là-dessus cette année sur la dette pour montrer qu'il faut se calmer les nerfs quand on parle de cette question-là, que les choses vont relativement bien. Mais le déficit du Québec suite à la dernière crise était plus petit que la plupart des autres provinces et surtout de l'Ontario. Vous savez, actuellement, on a cette tendance-là à essayer de nous faire culpabiliser par rapport à l'Ontario, montrer qu'on est en retard, qu'ils sont tellement plus efficaces, une économie plus vigoureuse. Leur déficit est beaucoup plus important et ils conduisent beaucoup plus important. Et qu'est-ce que l'Ontario a dit face à ce déficit-là? C'est pas priorité, c'est pas de le résorber. La priorité, c'est de relancer l'économie. Ça prendra le temps que ça prendra. En tout cas, on s'est donné beaucoup plus d'années que le Québec. Et le Québec a été tellement pressé de résorber le déficit que même les agences internationales n'émettaient pas des avertissements pour dire que le Québec allait peut-être plus être en mesure de rembourser sa dette. Donc, des agences de cotation qui évaluent la capacité de payer des États ou d'à peu près n'importe quoi dans la société, ils disaient plutôt, écoutez, forcez pas non plus outre mesure le remboursement de la dette. Il est en train d'argumenter dans l'autre sens. Et le gouvernement, malgré tout, a décidé vraiment de peser sur l'accélérateur. Il y a une entrevue assez intéressante qu'on a vue au dernier budget de Gérald Filion à Radio-Canada avec directement le ministre des Finances, Carlos Letao. Et il a posé 3-4 fois, vraiment, il a dit pourquoi aller si vite, M. Letao? Qu'est-ce qui justifie qu'on soit aussi pressé à faire le déficit zéro au Québec? Et Letao a eu une réponse sans aucune consistance, a répondu vaguement, etc. Et il n'était pas capable d'expliquer pourquoi on est en train de faire ça. Ce qui vient de plus en plus renforcer l'idée que j'exprime et que vous voyez peut-être se profiler en filigrane de ma présentation, à savoir que l'austérité, la bonne définition, c'est pas tellement la définition neutre et standard que j'ai donnée au début. De plus en plus, ce qu'on peut se dire, c'est, qu'on avance, c'est qu'au contraire, qu'il y a un projet politique à l'intérieur de l'austérité qui n'a rien de neutre. Là, j'y arrive bientôt. Donc, je saute le rapport de Beaumont-Marquette. Retenez-en seulement que lorsqu'il a été présenté, à l'arrivée des libéraux au gouvernement, après une semaine que les libéraux étaient au gouvernement, ils déposent un rapport de Beaumont-Marquette qui ont fait beaucoup de rapports dans le passé pour terroriser la population québécoise étant donné la catastrophe des finances publiques, etc. Ils ont été vraiment manipulateurs avec les chiffres. Ils nous ont fait croire qu'on avait un déficit de 3,7 milliards alors que c'était faux. Les journalistes ont tout gobé et ils ont fait circuler ça un peu partout, ce qui a laissé l'idée, ce qui s'est imprimé dans la tête des gens, qu'on a un déficit terrible à rembourser. Et depuis ce temps-là, on fait des politiques d'austérité. Donc, oui, je vous ai parlé de notre site. Je vous invite à aller le voir, même si c'est déprimant, je préfère vous avertir, de voir toutes ces politiques d'austérité qui défilent, ce qu'on a fait, on fait une compilation. C'est même pas en plus exhaustif, c'est ce qui apparaît dans les médias uniquement. Politique d'austérité, là, quand vous avez des listes qui défilent à n'en plus finir, donc vous voyez qu'on peut voir de cette façon comment ça peut affecter les gens dans leur vie. Pourquoi l'austérité au Québec? On continue la question. Une espèce de petit graphique ici, là, rigolo ou triste, là, dépendamment de votre niveau de cynisme par rapport à la politique. Donc, on a les élections, on a de l'austérité, un gouvernement qui annonce toujours que le gouvernement précédent a laissé un trou bien béant dans les finances publiques et il va falloir y voir, etc., pour venir à un déficit zéro, ce qui nous permet de rembourser la dette, évidemment, le fameux épouvantail par excellence, et surtout d'arriver à donner des baisses d'impôts avant les prochaines élections. Évidemment, quand vous faites un budget, votre équilibre dépend pas juste de vos dépenses. Ça dépend aussi de vos revenus. Quand vous passez votre temps à donner des baisses d'impôts, c'est sûr qu'à un moment donné, vous allez un bon montant gagner. Si vous passez votre temps à, vous ôtez la taxe sur le capital des entreprises, vous baissez la taxe sur la nationale des entreprises, encore là, vous allez avoir un effet sur le budget. Ou si vous appliquez des politiques d'austérité et vous étouffez votre économie, qu'est-ce qui va arriver? Il y a moins de recettes qui vont rentrer au gouvernement. Et encore là, vous allez agir de façon négative sur votre équilibre budgétaire. Donc, c'est ce qu'on fait depuis des années. On le voit seulement en termes de dépenses au Québec, présentement, le déficit, alors que sur les revenus, l'austérité, ça a été comme se tirer dans le pied. Il y a chaque budget ou chaque mise à jour économique du gouvernement du Québec, y compris vendredi dernier, l'État est obligé de commenter la dernière nouvelle, c'est-à-dire que les prévisions économiques n'étaient pas à la hauteur de ce qu'on pensait.
on dit que c'est peut-être à cause de la récession canadienne maintenant, ou ce qui vient de l'Ouest canadien, ce qui n'est pas impossible. Cela étant dit, ça fait depuis qu'on applique des politiques d'austérité qu'on vient, mise à jour après mise à jour, à avoir finalement une croissance qui n'est pas ce qu'on attendait, qui est en dessous de ça. Et donc, je le répète, cette croissance-là, quand on est en dessous, ce n'est pas juste une activité économique abstraite, ça veut dire que c'est des recettes de moins aussi pour le gouvernement, automatiquement. Donc, ça devient plus compliqué de résorber le déficit. C'est comme courir après sa queue. Et d'ailleurs, la nouvelle est sortie vendredi après-midi. Ça, quand vous voulez une nouvelle, vous voulez voir une nouvelle que le gouvernement n'a pas le goût de commenter ou pas qu'on en discute, ça sort le vendredi après-midi d'habitude. C'est vraiment le critère qui nous permet de comprendre. Et effectivement, c'est la fin de semaine passe et rendu la semaine suivante, plus personne ne s'en rappelle. Alors, la définition, on y est maintenant. Alors, sous prétexte de rééquilibrer de façon purement technique, technicienne et comptable un budget, dans le discours, c'est ce qu'on dit, mais on est en train d'appliquer des réformes néolibérales profondes. On est en train de mettre en place un projet politique. C'est l'idée la plus importante que je suis en train de présenter aujourd'hui. C'est que l'austérité au Québec, présentement, elle répond à des objectifs politiques, une réforme néolibérale. Je vais tout de suite aller dans la partie sur l'éducation pour les 10 dernières minutes, parce que j'en ai peu parlé jusqu'à maintenant. Donc, qu'est-ce que j'entends par les réformes structurelles, juste en une présentation générale? On a effectivement des coupes qui font mal un peu partout, mais quand on regarde ce qui est en train de se faire au Québec présentement, ce n'est pas uniquement un retour à l'équilibre, c'est au contraire des transformations profondes de l'État et des instruments collectifs qui existent au Québec. La plus forte, c'est celle que je travaille peut-être le plus, c'est ce qu'on voit en santé. Le projet de loi 10 n'a pas suscité des passions. C'est un projet de loi sur des structures dans le monde de la santé et des services sociaux. Évidemment, ça ne va pas susciter des passions. C'est très abstrait. Pourtant, ce qu'on est en train de faire avec un projet de loi comme celui-là, c'est vraiment revenir sur un certain nombre de choses qui ont été mises en place avec la Révolution tranquille au Québec. On est en train d'abolir les lieux de démocratie dans le système de santé et des services sociaux. On est en train de fusionner, de faire disparaître les CA. On est en train de changer complètement la philosophie d'un réseau comme celui qu'on a bâti avec la Révolution tranquille. C'est la même chose qui se passe en éducation. Je vais faire les parallèles un peu plus loin. Quand on regarde ce qui se passe avec la fiscalité, ce que j'ai déjà mentionné aussi, quand on commence à passer de l'impôt vers les taxes, on est aussi en train de changer la philosophie de ce qu'est la fiscalité au Québec. Alors que la fiscalité, en théorie, les gens vont... Bon, d'abord, c'est aller chercher l'argent qui va permettre à financer le fonctionnement de l'État, des services publics. On voit habituellement aussi dans la fiscalité comme une bonne façon, le meilleur moyen même de faire de la redistribution de la richesse. Par le biais de l'impôt, c'est le plus fiable, quand l'impôt est bien fait. Maintenant, au Québec, on le voit avec la réforme Godbout, le rapport Godbout qui a été proposé à la population et qui devrait mener bientôt une réforme de la fiscalité au Québec, qui sera juste une accélération de ce qu'on a depuis Bachand, donc depuis plusieurs années, quand lui-même parlait de révolution culturelle avec la réforme de la fiscalité, bien, on transforme de plus en plus des impôts en taxes, parce qu'on dit que ça va stimuler davantage l'économie. Donc, vous voyez un objectif nouveau qui apparaît. Alors que la fiscalité était vue davantage comme une façon de redistribuer la richesse, là, soudainement, ça devient un outil pour la stimulation économique. Donc, on a l'impression de parler technique, de détails, alors qu'on est en train de changer la finalité de nos outils collectifs. La fiscalité devient un outil de plus pour stimuler l'économie. Mais qui dit que ça doit servir à ça, la fiscalité, plutôt que de faire la redistribution de la richesse, ou que plutôt que de bien financer les services publics? On est en train de nous faire passer cette idée-là, et ça, c'est une réforme aussi qu'on peut tout à fait mettre dans l'idée d'une réforme néolibérale, qui est essentiellement de soumettre l'État, de pas de faire disparaître l'État, c'est de faire participer l'État à une logique d'agrandissement sans arrêt de la concurrence ou du fonctionnement du privé, de développer les marchés, en fait, quitte même à ce qu'on les développe à l'intérieur de l'État. La prochaine réforme que Barrett va proposer, probablement avec l'élégance habituelle qui peut faire part, le ministre de la Santé, Barrett va proposer le financement axé sur les patients. Ça va être encore un autre terme que là de vouloir dire rien, ou ça a l'air de tout à fait possible. Avant, c'était probablement axé sur les bureaucrates qui font juste ramasser l'argent et rien faire
faire avec. Maintenant, ça va être axé sur le patient, donc ça semble tout à fait positif. Mais qu'est-ce que c'est ça, la réforme qu'on appelle comme ça et qui s'en vient? C'est la mise en compétition des hôpitaux. C'est ça, en fait, qu'on est en train de faire. Et c'est pour ça que le néolibéralisme, ce n'est pas le recul, la disparition de l'État. C'est un État qui change de finalité. C'est un État qui sert d'autres fins, qui fonctionne d'une nouvelle façon, qui se donne d'autres priorités. Et dans ce cas-ci, c'est une foi absolue dans la concurrence partout. Concurrence dans le privé, concurrence entre l'État et le privé, concurrence à l'intérieur du public et concurrence, évidemment, à l'intérieur des composantes du public, concurrence même entre les individus. Peut-être une petite note sur les questions de développement régional aussi. C'est aussi des structures qui sont un autre héritage de la Révolution tranquille ou de ce qui a été bâti dans les années 60-70, au moment où on se donnait des outils collectifs qui visaient à répondre à un intérêt général et qui étaient souvent très démocratiques, consultatifs, là, un mélange de démocratie et de consultatif comme ceux-là. Et on est en train de les abolir, de les faire disparaître, d'abolir la partie démocratique de tout ça. Donc, je l'ai déjà commencé à faire en éducation. Mais on peut regarder les coupes d'abord. Si on regarde les coupes, ça fait mal, effectivement. Il y a des exemples à n'en plus finir. Encore là, je vous renvoie vers notre site Internet, vers notre micro-site sur les compilations de politiques d'austérité. Il y a des gros chiffres pour les universités, pour les commissions scolaires. Et il y a aussi tout plein de petits exemples. Augmentation de la taille des groupes, les 20 professeurs de moins à l'UQAM, ou les 85 cours qu'on abolit à l'UQAC, les 150 aussi qu'on a enlevés à l'UQAM. Ça peut être des frais afférents, ça peut être des fermetures d'équipements, la piscine même, là, qui ne sera plus utilisée à 5 fois, fermeture de départements, des fois carrément, comme l'ethnographie à l'Université Laval, abolition de postes de chargé de cours, etc. Impact en éducation, si on est toujours dans le post-secondaire, la FEC a fait une compilation pour le cégep de Sainte-Foy. Je trouve assez efficace pour montrer comment est-ce que ça peut frapper à plusieurs niveaux. Donc, déficit budgétaire résorbé de 300 000 $, donc on va augmenter différents frais pour toutes sortes de choses. Diminution de 80 jours à 80 jours par année, de 80 jours par année du service d'aide pédagogique, diminution de l'offre de services en dépannage informatique, on réduit les heures de la bibliothèque, on va réduire les services technologiques, on réduit les budgets des départements, notamment pour la perfection des profs, on supprime les postes, on supprime le soutien au département des langues. Donc, vous avez comme ça des coupures qui vont tomber un peu partout. J'ai sorti ici ici à Trois-Rivières, donc des coupures importantes au cégep et à l'université, des coupures importantes d'ailleurs dans les fonds de recherche. C'est pour ça qu'apparemment qu'on va aller appliquer les coupures ici, vous savez probablement mieux que moi. Impact en éducation primaire aussi. On essaie de travailler de plus en plus. On a surtout travaillé sur le post-secondaire à l'IRIS, mais là, on a commencé à faire le travail de ce côté-là aussi. Donc, augmentation de taxes scolaires, augmentation de tarifs de garde, des coupes de journées pédagogiques, des fois de moitié, coupe de postes en tout genre. À Montréal, on est rendu à vendre des immeubles de la commission scolaire. Coupe dans les services spécialisés au handicap, des coupes qui sont particulièrement honteuses à plusieurs reprises. En Outaouais, on réduit, on arrête d'offrir des micro-ondes. Dans certains cas, on ôte le soutien à l'équipe de football en disant allez voir le privé maintenant pour fonctionner. Bon, vous voyez l'idée un peu, si on peut en faire des listes, il y en a une liste immense. Cela dit, ce qui est plus pernicieux encore, c'est la mutation des finalités de l'éducation qu'on fait en arrière. Donc, je reviens encore sur cette idée de transformation néolibérale de nos outils collectifs. Deux choses auxquelles je vous réfère qui peuvent alimenter beaucoup la réflexion là-dessus. Une série de 3 textes dont on a publié 2 déjà sur le blog de l'IRIS par rapport à néolibéralisme et éducation, Anne-Marie Duclos. Et vous avez aussi un devoir de philosophie, le journal Le Devoir qui publie ça. Et c'est un de nos collègues, un de nos chercheurs, Éric Martin, qui est aussi prof au Cégep, et qui a écrit un texte a rappelé la pensée de Michel Frétal, sociologue décédé de l'UQAM, qui a beaucoup travaillé sur l'université, comment on est en train de transformer l'université, vraiment les finalités de l'université. J'ai quelques extraits de son texte qui sont particulièrement parlants. Et je mentionne juste avant de citer Éric que le rapport de Mers, qui, comme beaucoup d'autres choses, c'est dur de faire parler des rapports comme ça qui vont parler de structure, qui vont parler des finalités, des objectifs, des valeurs. C'est beaucoup moins parlant, c'était beaucoup moins efficace d'ailleurs de faire la bataille là-dessus en 2005 ou en 2012 dans le mouvement étudiant que de parler de chiffres.
de montrer à quel point on est en train de monter les frais de scolarité, que ça n'a pas d'allure. Hein, c'est un peu une logique pernicieuse. On est obligé de passer par cette obsession de l'économie pour défendre des idées, alors qu'il y a des débats qui sont beaucoup plus importants en arrière. Donc, le rapport de Merce n'a pas fait beaucoup parler, mais c'est une transformation encore là, s'il est appliqué en intégralité, qui est profonde de ce qu'est l'éducation au Québec, en termes de recul de la formation générale et de la culture, et d'arrimage au marché de l'emploi. Donc, on mine, et là je vais citer Éric sur quelques passages, on mine la mission fondamentale de l'université, qui relève davantage de comment on s'inscrit dans le monde commun, comment est-ce qu'on fait une transmission d'un patrimoine culturel, intellectuel et scientifique de l'humanité, et comment on développe la faculté de jugement critique chez les étudiants. Quand on fait uniquement se dire qu'il faut s'adapter aux réalités du marché du travail, puis qu'on aligne les institutions d'enseignement là-dessus, on est en train en fait, d'être très loin de ça, de ce que nous, on jugerait comme mission beaucoup plus importante. Et ça n'empêche pas évidemment qu'on ait des travailleurs qui vont être formés techniquement, mais ça nous permet aussi d'avoir des citoyens qui sont capables de fonctionner comme citoyens et pas seulement comme travailleurs ou dans certains cas de micro-entreprises. Hein. Donc l'obsession de la recherche commercialisable, c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé aussi à l'IRIS. Je reconnais tantôt que vous avez une présentation sur cette chose-là, comment il y a un déplacement de la recherche fondamentale vers la recherche appliquée, hein, celle qui peut être plus directement commercialisable. La mission utilitariste, hein, je reprends encore les mots d'Éric parce que je les trouve très forts, former rapidement des sujets employables, jetables ou encore des chercheurs capables de nourrir l'innovation techno-productiviste, c'est ce qu'on est en train de faire. Et on peut faire des liens entre ce qui se passe en éducation et ce qui se passe actuellement un peu partout. Hein, cette logique du capitalisme financiarisé qui rentre un peu partout. Hein. C'est ce drôle système économique dans lequel on vit qui a besoin toujours de se développer davantage, hein, de faire tourner ce capital qui est à rentrer dans tout plein de sphères où il n'était pas auparavant. Il y a des questions aujourd'hui qui se posent en éducation, en santé ou ailleurs, qui ne se posaient pas, absolument pas il y a 40, 50 ans. C'est la question de générer des gains, il ne se posait pas à une autre époque. Hein. Donc, encore là, toujours, je vais sauter cela parce que j'en ai une dernière ici, que j'aime bien. Alors, pour le moment, nous laissons une économie et une technique devenue folle nous dicter quel type humain nous devons former, à quelle destination doit prendre notre devenir collectif. Il y a là quelque chose de suicidaire, non seulement sur le plan écologique, mais aussi sur les plans culturels et humains. En effet, une société machine produit une entreprise, une école entreprise et des individus marchandises efficaces, mais ignorent. Hein, ça, c'est beaucoup la pensée de Freytag, sur laquelle il va s'appliquer, avec le style que Rico maîtrise très bien. Et cette discussion-là, cette réflexion-là est importante. Hein. Au-delà de combien est-ce qu'on est en train de couper, au-delà des chiffres, cette réflexion-là est importante aussi et beaucoup plus difficile à faire. Hein. C'est pourtant les fondamentales. Et pourtant, quand on prend le temps de l'expliquer, on est capable actuellement de bien connecter avec les gens. Les gens doivent absolument reconnaître encore, malgré tout, qu'il y a quelque chose qui s'appelle la démocratie de la citoyenneté et que ce n'est pas juste de s'adapter au marché, au pluriel. Bon, 46 minutes déjà. J'aurais eu d'autres exemples du libéralisme, ce que ça peut vouloir dire, mais je ne voudrais pas qu'on manque de temps pour l'échange. Donc j'aurais. Peut-être, oui, rapidement. Tiens, 2 parallèles, puis après ça, j'arrête et on échange tout de suite. Éducation, santé, parce que comme je vous le disais peut-être un peu plus tôt, mais j'ai beaucoup plus travaillé sur les questions de santé, étudié le système de santé, et j'ai été fasciné de voir à quel point les processus se ressemblent. Parce que dans le fond, c'est des processus qui sont appliqués de façon transversale un peu partout, et pas juste au Québec. En fait, c'est souvent des directives qui nous viennent des institutions internationales, qui, elles, sont absolument pas critiques par rapport à ce développement du néolibéralisme. Les autres rêvent de créer des espèces de marchés d'éducation à travers les frontières qui sont très très peu discutés, hein, qu'on va se développer dans des traités de libre-échange qui encore là sont très très peu discutés ultimement et on se rentre comme ça dans des balises, des critères qui finissent par avoir un impact majeur sur nos sociétés. Dans l'éducation, l'évaluation de programmes, hein, les processus qu'on appelle d'assurance qualité qui sont beaucoup au cœur du rapport de Merce dont je parlais tout à l'heure. Assurance qualité qui va forcer l'évaluation des programmes. Si vous n'avez pas assez de clients dans votre programme, c'est peut-être qu'il n'est pas intéressant, donc qui ne va pas chercher d'assez grande part de marché, donc peut-être qu'il mériterait d'être coupé. Hein.
à ça. La hausse des frais, pas juste parce qu'on va financer comme ça l'université ou l'institution universitaire ou d'éducation, mais aussi parce qu'on tient à ce que les gens payent pour l'université parce que ça envoie un signe aussi à l'institution. Hein? Donc, ça suppose que plus vous êtes capable de charger cher, plus votre éducation vaut cher, plus vous êtes une institution prestigieuse, et donc on a besoin, quand on pense uniquement en termes de marché, que les consommateurs d'éducation, dans ce cas-ci, envoient des signaux aux institutions qui se font la compétition entre elles. Composition des conseils d'administration, ça aussi je ne l'ai pas mentionné, mais c'est majeur. On met les gens qui représentent les travailleurs ou dans une université, les étudiants, les professeurs, ou dans les hôpitaux, le personnel soignant, les travailleurs auxiliaires, les patients. On met tous ces gens en minorité versus des administrateurs dits indépendants. Je n'avais pas entendu ce terme-là, mais il existe probablement aussi. Donc, on va dire indépendant ou externe à la limite, parce qu'on va dire les gens à l'intérieur de l'institution, ils sont en conflit d'intérêts. On ne peut pas faire confiance à ce monde-là pour gérer l'institution eux-mêmes parce qu'ils en dépendent aussi, donc on ne peut pas faire leur confiance. Hein. Donc, ça fait 1000 ans que ça existe dans les universités, mais ça ne peut pas fonctionner. Il faut faire confiance à des gestionnaires neutres, désintéressés, objectifs, comme les gens de la Banque Scotia, par exemple, à l'UQAM. Hein, c'est beaucoup des gens donc, qui viennent du milieu des affaires qu'on va mettre sur des CA, tant dans le monde de l'éducation que de la santé. Et ça nous est présenté comme le modèle de bonne gestion, etc. etc. Ça n'a pas empêché le scandale de l'îlot voyageur, si on était un peu de mauvaise foi. Et bien d'autres problèmes aussi qui se développent à partir de cette obsession à aller voir des gens qui sont des comptables, des gens qui sont en finance et qui, eux, comprennent c'est quoi les flux actuels de l'économie capitaliste. Donc, eux vont être capables de discipliner l'organisation, les adapter comme ça à cette, soi-disant, réalité à laquelle il faudrait s'adapter. J'ai parlé déjà un peu des questions de recherche et j'ai passé aussi la question de la mise en compétition des hôpitaux qui s'en vient. Donc, vous voyez un peu le topo. Donc, si je sors ma diapo de conclusion. L'austérité prive la population de services importants, mais l'austérité étouffe aussi la relance et entraîne la stagnation. L'austérité, en outre et surtout, constitue une opportunité d'enrichissement pour les aides d'affaires. J'ai peu mentionné ce bout-là, mais en fait, on voit dans l'augmentation des inégalités et aussi comment ont évolué les salaires, les revenus pendant l'austérité. On voit qu'il y a des gens qui ne sont pas touchés par l'austérité. Et même si on reprend l'exemple du transfert du risque là, en Grèce, on peut voir que pour certaines personnes, toutes ces manœuvres-là peuvent être des occasions d'enrichissement. L'austérité est un outil privilégié pour l'avancement de réformes néolibérales, notamment en éducation. Et en somme, l'austérité opère un transfert de richesse et une transformation néolibérale de nos outils collectifs. Donc, c'est la façon que je résumerai un peu le propos de la présentation. Donc, on peut changer, voir quel bout vous voulez que je précise ou complète, ou si vous voulez simplement formuler des commentaires, c'est plus que bienvenu.